D'abord, je voudrais dire juste une chose, et puis après je ferme la parenthèse. C'est que j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de cette personne qui jouait une sonate devant Georges Enesco. Oui, Menuhin. Et je dois dire que Dominique et moi, nous avons essayé hier de jouer en pensant au coucher de soleil, et que c'était très difficile. Parce que c'était plutôt le coucher de soleil sur un sanatorium. Mais c'était un peu la montagne magique, là. Mais pas très magique. Et que si vous m'avez donné ce prix et si vous m'avez fait venir ici, c'est que vous pensez, sans vouloir être très prétentieux, que j'ai 2 ou 3 choses à dire sur le théâtre. Et je voudrais vous dire simplement juste une chose, c'est que c'était très difficile de jouer hier. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être le port du badge qui fait tousser. Alors, remettez-le dans votre poche ce soir. Et si vous partez du spectacle, ce que je comprends, ne revenez pas. Parce que je vois les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, mais ce n'est pas un self-service. Voilà. Pour revenir, je ne sais pas très bien par quel bout prendre cette question. C'est très tôt le matin pour dire des choses essentielles sur la vie. Mais je vais faire la réponse que j'ai faite avant-hier à une journaliste qui me demandait quelle était une question encore bien plus difficile, quelle était ma nature. Je ne sais pas très bien ce qu'il fallait répondre, mais je lui ai dit que j'avais 2 avantages chez moi, en tout cas, et je suis né comme ça, et je les ai gardés, donc ça aurait pu être le contraire. D'abord que je ne m'ennuie jamais, et que je n'ai jamais imaginé pouvoir m'ennuyer dans le métier que je fais. Alors, il se trouve que ce métier m'a donné beaucoup de satisfaction, ça aurait pu ne pas être le cas, mais qu'en même temps, la chose il me semble, qui me fait avancer, c'est que peut-être j'apprends de plus en plus à regarder les gens. Je pense qu'on les regarde jamais assez, on les regarde jamais assez bien, et on n'est jamais assez attentif. Donc être un tout petit peu attentif aux autres, je pense que ça s'apprend. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis simplement que j'ai du plaisir à l'apprendre. Et l'autre chose, c'est qu'il y a du désappointement chaque fois qu'on fait un spectacle. Et qu'on apprend petit à petit à reporter cette légère désappointement, de se dire oui, c'est pas mal, mais on n'est pas absolument au centre de la cible. On apprend petit à petit, au lieu de le ruminer sur le même spectacle, le reporter sur le spectacle d'après. Et que j'éprouve un plaisir profond, d'abord à apprendre ce que je ne sais pas, et d'une certaine façon à devenir la personne que je ne suis pas encore. J'ai un réel plaisir profond à me changer et à apprendre ce que je ne savais pas encore faire. Vous avez parlé de la solitude des Champs de Coton ou de Phèdre, par exemple. Ce sont des spectacles dont je sais profondément que 10 ans avant, je n'aurais pas été capable de les faire. Parce qu'il fallait... 10 ans avant, je n'aurais pas pu rencontrer la langue et les paroles de Coltès. Je serais sûrement passé à côté, ou je n'aurais pas su les transmettre au public, si tant est que je l'ai fait un petit peu, j'en sais rien. Et qu'à un moment donné, finalement, au lieu de ruminer éternellement sur le spectacle, sur le film, ou sur le bout d'histoire, comme je dis dans le texte, qu'on vient de finir, eh bien on se dit les problèmes, ce qu'on va apprendre, on l'apprendra dans le suivant. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait un suivant. On se dit, c'était pas très bien, mais un jour, j'y arriverai peut-être. Essayez encore et je suis toujours. Oui, oui. Je pense que je me dis souvent, un jour, j'y arriverai peut-être. Parce que c'est ce dont je rêve et qui est absolument informulable, c'est
c'est beaucoup mieux encore que tout ce que j'ai fait. Mais je n'y suis pas encore arrivé. Voilà. Mais c'est pas une attitude, ça sonne très faussement humble, mais c'est pas le cas. Si je devais définir vraiment la chose qui me pousse, c'est que j'ai un énorme plaisir à ne pas être la même personne qu'il y a 10 ans et que la personne qui a 10 ans n'était pas la même qu'il y a 20 ans. Voilà. Et je sais pas quelle sera la personne de... D'abord, je sais pas combien de temps il me reste et je sais pas quelle sera la personne qui va arriver. Mais j'ai un plaisir profond intellectuel à me dire que j'ai changé. Voilà. C'est très agréable de changer. Un jour, j'ai fait... la dame acquiesce. Un jour, j'ai fait un dîner avec une actrice, française, que je ne nommerai pas, et qui disait, mais c'était horrible de penser qu'on va devenir une autre personne. Et je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle était horrifiée à l'idée que dans 20 ans, elle serait une personne différente, et elle voulait surtout rester comme elle était. Ce qu'elle a réussi à faire, d'ailleurs. Tu connais la fameuse histoire de Brecht Oui, vous n'avez pas du tout changé. Et il blêmit. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la... Oui. À la question. Ce qui était frappant ces derniers temps, c'est, moi personnellement, c'est que j'ai vu Tristan, qui participe de très grands projets, donc c'est un immense projet, à la Scala, et le lendemain de ton arrivée à Paris, tu disais la douleur à Paris. Donc cette alternance entre le grand et le petit, c'est une manière aussi de chercher des énergies différentes, de te situer dans des endroits différents. C'est assez étonnant quand même. Moi j'ai vu... c'est un concours de circonstances tout à fait étonnant. J'avais pris le train pour un enterrement aussi, donc j'ai vu dans un hôtel en Corrèze, perdu au bord d'une autoroute, Tristan, et 2 jours plus tard, parce que ceux qui prennent le train vont à Limoges, moi j'étais pas loin de Limoges, et 2 jours plus tard, tu revenais à Paris pour faire une lecture à Nanterre. Donc cette alternance du très grand, donc Tristan à la Scala et une lecture à Nanterre, c'est aussi une des pulsions actuelles de ton désir d'alterner les registres. Je ne prends pas de décision de ce genre. Je pense que c'est plutôt agréable, après avoir fait un spectacle très gros, d'en faire un plus petit. Petit dans le sens qu'on n'est que 2 et qu'on peut se concentrer. Et que la concentration qu'on a, Dominique et moi, par exemple, dans la douleur, est sans commune mesure avec l'absence totale de concentration qu'on a dans une répétition d'opéra à la Scala avec les chœurs. Donc à un moment donné, on se jette sur la lecture de la douleur en disant « là au moins je comprends quelque chose au théâtre ». Voilà, ce sont des soins palliatifs, comme on dit. C'est-à-dire que voilà. Et que d'autre part, je sais aussi que j'ai souvent alterné, j'ai fait il y a très longtemps une pièce à 2 personnages où tout le monde s'est demandé pourquoi je la faisais d'ailleurs, qui s'appelait Loin d'Agondange, qui n'était pas une mauvaise pièce. Mais je l'ai faite après le Ring. C'est-à-dire que naturellement, après le Ring, j'ai eu envie de faire une pièce à 2 personnages. Et que la reprise de La solitude des champs de coton est née directement de La Reine Margot. Après La Reine Margot, je me suis dit, et si on n'était que 2 ? Et si on reprenait ce texte ? Et si on retrouvait ce texte ? Voilà. Je ne sais pas dire autre chose. Tristan était très énorme, très disproportionné par l'ambition même du livret et de la musique, et que parfois on y arrive avec les chanteurs, avec elle en particulier évidemment, avec d'autres un tout petit peu moins, et que pour ne pas perdre pied dans ce travail, à un moment donné, il est important, c'est même sans doute à ça que servent les lectures, je pense, il est important de reprendre pied, de remettre le pied de retoucher du doigt les bases mêmes du métier, de ce travail qu'on peut oublier quelquefois, qui est de transmettre une pensée, des mots éventuellement, des chants ou du silence,
ou le langage du corps aux gens qui sont en face de vous, au public, et en espérant que ça leur racontera quelque chose. Donc, pour essayer de ne jamais le perdre, finalement, il faut essayer de multiplier les occasions de le ressentir soi-même de nouveau. Ça me renvoie un peu à la réflexion qu'inspire la lecture. Donc, quelqu'un qui m'a un peu agacé hier en me disant que on donne le prix d'Europe pour le théâtre à Patrice Chéreau qui ne s'intéresse plus au théâtre, je lui ai répondu, mais les lectures, c'est peut-être, pour moi, un des plus beaux rêves de théâtre. Moi, j'ai la première fois que j'ai eu ce sentiment, c'est quand j'ai vu Le Grand Inquisiteur, et j'ai eu le sentiment que c'était un artiste de théâtre qui avait exploré, Anne-Françoise parlait de Pergune tout à l'heure, qui a exploré les ressources du théâtre, et que les lectures sont pas un refus du théâtre, mais au contraire, sont une sorte de promesse de théâtre. Ce sont des esquisses successives des spectacles à venir, des spectacles possibles. Comme Borges écrivait des projets de nouvelles qu'il n'aura jamais écrits, la lecture me semble être une manière de rencontrer la langue, de travailler sur la langue, mais de ne plus, comment dire, de ne plus parvenir jusqu'au bout. Il y a dans les lectures, moi je suis absolument fasciné, la douleur hier soir dans cet espace gigantesque, malgré les difficultés, était un moment de théâtre absolu. C'est que c'est ce qui reste du théâtre quand on voit la lecture, et donc quand on est confronté à ce qui reste, on peut s'imaginer ce que le théâtre peut faire. Donc c'est pour ça que la lecture me semble une promesse de théâtre. D'ailleurs, d'abord, qui peut dire que je ne m'intéresse plus au théâtre? Je pense que personne ne peut avoir la réponse à ma place, et moi-même je ne l'ai pas. Mais jamais je n'ai dit que je ne m'intéressais plus au théâtre. Si on pense à théâtre, un spectacle, avec des acteurs, des costumes, des décors, fait régulièrement une cinquantaine de fois, une centaine de fois, et qui part ensuite en tournée dans tous les pays, il se trouve que je ne fais pas ça. Ça, c'est une façon étroite de voir les choses. Mais si, je pense que l'an dernier, entre les lectures et les opéras, qui pour moi sont du théâtre, je crois que je n'ai jamais été aussi souvent de ma vie sur un plateau de théâtre, devant des spectateurs, quelquefois moi, quelquefois les autres. Donc, je ne fais pas cette différence. Je ne sais pas si je ferai un spectacle de théâtre au sens où l'entendent encore, j'en sais rien. Le plaisir profond chez moi, c'est de ne pas le savoir. Le plaisir profond chez moi, c'est aussi de me découvrir en train de faire une carrière légèrement différente que celle que je pouvais imaginer et que surtout que les autres imaginent pour moi. De ne pas être tout à fait à l'endroit où on m'attend, c'est un plaisir énorme. Quant aux lectures, je conçois bien qu'il aurait fallu apporter ici peut-être une preuve matérielle plus tangible que vous aviez raison de me donner le prix. Mais à un moment donné, il y a un miracle dans une lecture. Même hier, où au bout d'une heure finalement, il me semble qu'on vous a dompté quand même un petit peu, Dominique et moi. Et ce silence et cette écoute, vous n'étiez pas obligé de rester, etc., avec ceux qui voulaient bien écouter, on s'est parlé, le public et nous. On s'est transmis des choses. Et ça, c'est un miracle qui arrive quelquefois quand il y a une personne, ou deux, ou 15, ou 25 sur un plateau, et qu'il y a un public qui reçoit quelque chose et qui l'écoute. C'est peut-être pas... Si ça, c'est pas du théâtre, alors je ne sais pas ce qu'est le théâtre. Alors on peut dire qu'on le fait bien, pas bien, moins bien, c'est autre chose. Mais à un moment donné, pourquoi le théâtre est
est magnifique, c'est qu'il peut se passer, et pourquoi le théâtre est spécifique, il peut se passer une chose qui n'existe que sur un plateau de théâtre le soir ou l'après-midi, peu importe, c'est cette chose-là qui fait qu'on est écouté, qu'on reçoit, et on reçoit nous du public, et vous recevez quelque chose, et on fait passer, on fait entendre des mots. Cette histoire inouïe de Marguerite Duras hier soir, cette histoire incroyable sur la dépression de Guyotat ce soir, j'espère. Et je ne fais pas de différence entre ça et les spectacles que j'ai faits. J'ai fait des spectacles, je ne vais pas les refaire. J'essaie d'en faire d'autres. Alors je cherche ailleurs. Je cherche ailleurs, dans le cinéma, que j'ai toujours voulu faire toute ma vie. Au début, c'était très mauvais, maintenant c'est un peu mieux. Je cherche ailleurs dans l'opéra, que je fais avec rage, souvent, et colère, parce qu'on y arrive très peu de fois. La Maison des Morts est un exemple unique pour ça, qui tenait à Pierre, qui tenait à Pierre Boulez, qui tenait aux chanteurs, qui tenait aux acteurs, qui tenait à Thierry, à tous les gens qui étaient là. Et c'est du théâtre, c'est pas autre chose que du théâtre. Et de toute façon, une autre discussion à avoir, c'est que j'ai la conviction absolument profonde de ne faire dans ma vie qu'un seul métier. Alors de temps en temps c'est du théâtre, de temps en temps c'est de l'opéra, de temps en temps c'est une lecture, mais c'est un seul métier. Sinon je serais devenu cinglé depuis longtemps. C'est un seul métier. J'en ai pas deux, j'en ai un seul. Et de temps en temps, quand je lis, avec Philippe ou avec Dominique ou tout seul, je réexpérimente pour moi ce que je demande aux acteurs. Je réexpérimente comment phraser un texte, comment le dire, comment le faire parvenir, comment simplement par les mots on arrive à transmettre une pensée. Alors c'est un exercice qui est très passionnant pour moi parce que je ne suis pas sûr, et on n'est pas sûr d'y arriver le soir, on le démarre, et on se dit, il faut tenir 1h20, il faut faire entendre, quelquefois avec des publics très attentifs, d'autres fois avec des publics un peu plus indisciplinés, mais faire entendre une pensée, transmettre cette expérience unique que nous raconte Marguerite Duras, qui n'a pas écrit son texte pour le théâtre, ou Pierre Guyotat, qui ne l'a pas écrit non plus pour le théâtre, ou Dostoïevski, mais c'est pareil. Je raconte une histoire et j'écoute si les gens la reçoivent et si le public reçoit la particularité de cette histoire, la chose ahurissante que je raconte. Quand je lis Le Grand Inquisiteur, j'aime profondément, je ne suis pas sûr d'y arriver tous les soirs, profondément, la stupeur du public quand le Grand Inquisiteur voit le Christ qui revient sur terre faire des miracles et il l'arrête, il le met en prison et lui dit demain je vais te brûler comme un hérétique. C'est très très plaisant à faire, de voir la tête du public et d'entendre qui ne connaissent pas le texte. Et si on y arrive, je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais si on y arrive, ça veut dire qu'on produit un événement de théâtre qui est la communication de quelque chose. Alors c'est petit peut-être. Et c'est pas... Georges dit c'est une promesse de théâtre, mais peut-être que ça n'ira pas plus loin. Peut-être que ça ne se développera pas autrement. Dans le cas de la douleur, ça va se développer autrement. Mais quelquefois, oui, ça fait passer, on laisse l'exercice en l'air, on ne le termine pas et on passe à un deuxième exercice. Voilà, j'aime bien des exemples, mais je ne veux pas me comparer à personne, donc je ne vais pas les... Mais moi j'ai vu l'Inquisiteur et cet hiver je suis allé à Nice et j'ai vu l'atelier de Matisse, donc les esquisses de Matisse. Les esquisses de Matisse m'ont fait penser aux lectures et les lectures aux esquisses de Matisse. J'allais le dire, mais je n'ai pas osé me comparer à Matisse. Mais à un moment donné, il n'a plus pris de pinceau. Il a découpé avec des ciseaux du papier bleu. Et voilà, moi j'ai encore la possibilité de me servir des pinceaux. Donc, mais voilà.
Et c'était de la peinture. Nous avons parlé beaucoup du jeu, des comédiens avec lesquels tu as travaillé ont témoigné du parcours qu'ils ont fait avec toi. Ce qui s'est dégagé un peu, je crois que c'est ce sentiment que les acteurs, quand ils s'engagent dans le travail avec toi, vont au-delà du simple travail de la rencontre avec un rôle. Mais en même temps, tout le monde, toi tu le dis tout le temps, tu veux assurer la cohérence et la profondeur d'un récit. Donc, ce qui me semble, après avoir écouté ces témoignages, c'est que le paradoxe et le défi en même temps, ça consiste d'un côté de s'appuyer sur le récit, à savoir sur quelque chose qui préexiste, et de l'autre côté, d'investir de la subjectivité dans le récit. Le récit n'est pas dans ton théâtre, ne reste jamais anonyme, mais en même temps, la subjectivité ne l'emporte pas sur le récit. On peut suivre un récit, mais ce récit est chargé d'expériences subjectives et que peut-être les Marivaux, les Peer Gynt, Hamlet, ce sont des spectacles où on arrive, c'est à mon avis l'originalité de ce théâtre, c'est le récit qui est exploré dans tous ses détails et l'engagement, il y a une expression qui m'a beaucoup plu dans le livre, l'engagement des acteurs chauffés à blanc. On a parlé du silence là. Chauffer à blanc, c'est une expression très ancienne qui me plaisait beaucoup dans les années 60-70. Et je disais pas ça des acteurs, parce que ça doit être très très violent de chauffer à blanc des acteurs. Je sais pas comment on fait. Je disais le théâtre chauffé à blanc. Et je disais ça probablement dans mon souvenir, c'est vieux, de l'opéra. C'est-à-dire du rêve que j'avais de l'opéra, qui était du théâtre encore plus dans mon esprit. Je suis arrivé que 2 fois dans ma vie, mais encore plus théâtral que le théâtre. Voilà. C'est les acteurs qui pourront dire comment ça se passe quand on travaille ensemble. Il faut faire attention quand même à... Il y a le récit, il y a raconter une histoire, essayer de la raconter de la façon la plus claire possible, en prenant parti dans cette histoire. C'est-à-dire, et ça se fait, que ce soit dans les opéras, que ce soit au théâtre. Ne pas prétendre automatiquement avoir sa propre lecture d'une pièce, par exemple. Sur Peer Gynt, je n'ai pas dit que j'allais transfigurer totalement et que les gens allaient voir un Peer Gynt comme ils ne l'avaient jamais vu. Je ne l'ai surtout pas dit sur Hamlet, par exemple. Hamlet, c'est comme Tristan, c'est une œuvre, ce sont des œuvres auxquelles il est important un jour, tôt ou tard, de se confronter, les grandes œuvres de l'humanité, j'ai envie de dire. Et la question n'est pas d'avoir un point de vue, la question n'est pas d'interpréter, d'avoir une interprétation de l'œuvre. Il faut d'abord essayer de la comprendre. Et ça prend du temps. Et je me souviens d'un critique français qui m'avait fait une interview pour Hamlet et qui m'a dit, alors mon cher Chéreau, Hamlet, votre Hamlet pour vous c'est quoi? Je dis, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans Hamlet. C'était le malheureux Guy Dumur, paix à son âme. Et il est ressorti de chez moi en disant, mais Chéreau n'a aucune idée sur Hamlet. Il ne sait absolument pas ce qu'il veut raconter. Parce que je m'étais un peu interdit d'interpréter, être ou ne pas être, ou d'interpréter le trajet d'Hamlet. J'étais en train d'essayer de le comprendre. D'essayer de comprendre, de poser la question à l'œuvre de qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. C'est pas archi simple. Tristan, c'est pareil. Avant d'avoir des idées de mise en scène, il faut d'abord comprendre le texte. Et il y a beaucoup de textes. Et
avant d'interpréter ce que signifie l'amour, ce que signifie la mort et la disparition dans Tristan, il faut déjà simplement essayer de comprendre ne serait-ce que le deuxième acte. Le premier est simple et le troisième n'est pas très compliqué. Mais le deuxième, quel est le trajet des deux personnages dans le deuxième? En quoi, brusquement, ils se mettent à dialoguer, de quoi ils parlent, et quelle est cette fascination qu'ils ont pour la parole et pour l'explication, leur propre explication de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils créent à deux, comme une sorte d'idéologie qui n'appartiendrait qu'à eux deux. Donc la question est d'abord d'analyser les moyens qu'on a, qui est le texte. Après, si on a forcément on l'analyse avec ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on l'analyse avec la part de soi où ça résonne en vous, où ça fait écho, où ça résonne, oui. Mais déjà, c'est ça qu'il faut faire. Je dis toujours, et je persiste à le dire, que les idées de mise en scène, c'est pas intéressant. Tout le monde peut en avoir. Après, il faut les réaliser d'abord, c'est moins simple. Il faut les rendre lisibles, c'est encore moins simple. Et quand je parle des obsessions, de mes propres obsessions, c'est vrai, ce que j'ai écrit dans le livre de Godard, c'est vrai que, d'une certaine façon, les miennes, je les connais tellement, et elles me sont renvoyées par les analyses que les gens veulent bien faire de mon travail, que ça fait qu'elles deviennent peu intéressantes pour moi. C'est les obsessions des autres qui sont plus intéressantes. Et c'est là où, brusquement, on arrive à l'intérêt, qui n'est pas un intérêt qu'on a quand on a 20 ans, quand on est metteur en scène, mais qui est un intérêt qui peut arriver si on le cultive, qui est s'intéresser à ce que les autres amènent, les comédiens, les collaborateurs, les techniciens, les acteurs principalement, parce que c'est eux qu'on met au centre du travail, toujours, et qui fait que ça transfigure les quelques pauvres idées qu'on peut avoir, nous, metteurs en scène. Voilà. Et que on apprend à accompagner ce miracle dont je parlais tout à l'heure, qui se reproduit chaque fois en répétition, en présentation, mais même la première répétition, ou la première répétition même au cinéma devant une caméra, qui est que un acteur ou une actrice entre dans un espace, un corps entre dans un espace, la maladresse d'un corps ou l'habileté d'un corps ou un silence, un visage et un regard. Et ça, c'est ça qui est le plus intéressant. Et ça se renouvelle tous les jours de la vie. Et on peut le produire avec une lecture, on peut le produire en filmant un acteur ou une actrice, on peut le produire en regardant Waltraud Mayer chanter, on peut le produire en travaillant, en faisant les improvisations qu'on a faites avec Thierry Niang sur la Maison des Morts, où brusquement on s'est mis à travailler avec des acteurs qui avaient été choisis au terme de 5 jours d'audition, et avec des chanteurs lyriques qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Et on les a mélangés, on leur a fait demander de réfléchir, d'inventer, sans un mot, sur la prison. Et tous se sont mis à inventer, ensemble, se sont mis à se dire bonjour d'abord, ils ne se connaissaient pas, et sans une note de musique pendant 8 jours. Et puis après, le piano est venu, mais ça nous a presque dérangés en fait. Voilà. Toutes ces situations, qu'elles soient très lourdes, comme la Maison des Morts où il y avait 75 personnes sur le plateau, ou Tristan, où il y a un peu plus de 100 personnes, mais quelquefois ils ne sont que 2, ou la douleur, ou moi tout seul sur un plateau, ou toute personne avec qui je travaille, que je regarde et que j'amène, il y a un miracle là qu'il faut accompagner, et finalement à la fin, ce miracle-là est toujours différent, et pour moi, il est toujours attendu, parce que toujours attendu, je l'attends parce qu'il est toujours inattendu. Ce que tu dis, ça me rappelle une phrase que j'ai mis du temps à comprendre. C'est Stanislavski, qui a fondé son système sur la mémoire affective, etc., disait au moment des actions physiques, ne cherchez plus dans vous, cherchez dans l'autre. Dans ce que tu dis, je retrouve un peu cette phrase qui
qui depuis est presque, pour moi, la clé de voûte du grand changement de Stanislavski, du jeu à la première personne qu'il demandait, pour arriver à la fin à cette extraordinaire invitation de chercher dans l'autre. Oui, c'est pas si simple, parce qu'il faut chercher en soi quand même. Et je demande, je crois, alors je reviens sur ce chauffé à blanc et les comédiens, parce que c'est vrai que je demande, comment dire, non, je sais pas. On demande beaucoup aux acteurs, ou je dirais c'est moins simple. Je ne suis pas un tyran. Ou quelquefois les acteurs demandent beaucoup que je leur demande, beaucoup. J'ai fait une expérience dans mon dernier film où j'essayais de répéter, et juste avant de tourner, et je leur demandais de jouer quand même un petit peu. Et il n'y a rien eu à faire. Ils me faisaient le texte absolument à plat, les deux. Et un jour, j'ai dit, il faudrait quand même que je voie un petit peu. Et ils m'ont dit non, parce que on sait tellement là où il faut aller après qu'on va te le donner, mais le plus tard possible. Donc il y aurait une discussion à avoir sur où est-ce que je veux emmener les acteurs et sur le rôle du metteur en scène dans ce cas-là. Le metteur en scène n'est pas un tyran. Il ne faut pas qu'il soit un tyran. J'ai l'impression quelquefois d'être celui qui accompagne et qui pousse évidemment un peu les acteurs un tout petit peu plus loin, ou beaucoup plus loin, ça dépend, un tout petit peu plus loin que là où ils iraient s'ils n'étaient pas accompagnés. Je dis toujours qu'il y a une montagne à gravir. Quand on joue, on sait qu'il y a une montagne à gravir et qu'on ne sait pas si on aura la force de la gravir. Et si l'acteur est seul, vous savez, c'est comme les gens qui trichent un petit peu dans les escalades de montagne. Il va vers le sommet et il revient en disant « je suis arrivé au sommet ». Et s'il n'y a personne avec lui, personne ne peut vérifier qu'il est arrivé au sommet. Mais s'il y a le metteur en scène à côté, alors on est forcé de s'arrêter à moitié, à mi-pente, tous les deux parce qu'on est épuisés, de se dire on n'est déjà pas très loin du sommet. Alors on va s'arrêter aujourd'hui, puis on reprendra demain. Voilà. Donc, je me fais l'impression, quelquefois, d'abord que c'est pas tout à fait inutile un metteur en scène, parce qu'on se pose la question quand même. On se demande à quoi on sert. Puisqu'il y a 100 ans, il n'y en avait pas. Donc, c'est un métier très très récent. Enfin, il n'y en avait pas, il y en avait autrement. Ça s'appelait autrement. Et de se poser la question réelle de comment accompagner les comédiens et comment leur faire non pas le trajet qu'on imagine nous, mais faire un trajet qu'on va construire ensemble, qui peut être douloureux souvent, et d'essayer d'accompagner cette douleur et de faire qu'elle ne soit pas trop monstrueuse. Voilà. Je n'ai pas répondu du tout à la question. Donc là, ce que nous avons vu hier, en écoutant les lectures, en se souvenant de tout ce que tu as fait dans le théâtre, ce théâtre qui se trouve entre ces trois pôles. Vous vous en souvenez beaucoup plus que moi. Moi je crois qu'aujourd'hui, il me semble que la lecture acquiert une position un peu particulière parce que dans le... Comme on disait avant, l'aspect prioritaire est de plus en plus le théâtre post-dramatique, donc le théâtre plutôt... Les lectures sont récentes. On disait déjà ça en 1970. Mais tu sais que ça tourne. Oui. Donc, bon, on va attendre que ça revienne dans l'autre sens, alors. Oui, il faut pas non plus théoriser trop sur les lectures. Les lectures, c'est un moyen rapide, j'ai envie de dire, de produire, de fabriquer du théâtre. Et donc de revenir d'une certaine façon à une source du théâtre. Je ne dis pas qu'il faut remplacer les spectacles par des lectures, mais on est dans un système, par exemple, où ça devient long et difficile de produire un spectacle de théâtre.
Ça ne devient pas comme de l'opéra, mais pas loin. 1 an et demi, quelquefois, les théâtres sont pleins. Il y a une toute puissance, en tout cas en France, de la programmation qui fait que pour fabriquer un spectacle de théâtre, il faut s'y prendre 1 an et demi à l'avance, à peu près. Et ensuite, travailler, réunir une distribution, réunir les décors, etc. Bien. La lecture, par exemple, que nous avons fait hier avec Dominique, elle a été prévue, on l'a fait en septembre, elle a été prévue qu'en février, donc même pas, mars. Donc en 4 mois, on a décidé de lire ce texte, on s'est vu, et puis on l'a travaillé, puis on l'a fait, en laissant en plus la part du travail qui est que chaque représentation amène une chose différente, et qu'on en est très loin maintenant de la première représentation. La lecture de Guyotat que je vais essayer de faire ce soir, si j'y arrive, ça a été décidé pour Thessalonique, pour ici, et ça a donc été décidé quoi, il y a 6 mois? Même pas. Même pas. Donc, si j'ai envie, j'ai présenté le Grand Inquisiteur chez Ariane Nouchkine mardi de cette semaine. Ça a été décidé pour le 8 avril, ça a été décidé au mois de février. Ariane m'a dit, il paraît que tu lis le Grand Inquisiteur, viens le faire chez nous. J'ai dit oui, et on l'a fait. C'est une légèreté qui a obligatoirement beaucoup d'attrait pour moi. Beaucoup d'attrait en regard des choses très lourdes, énormes que j'ai pu faire, donc que j'ai toujours envie de faire, très ambitieuses. À un moment donné, j'ai aimé m'engager pour comprendre, pour moi personnellement, ne serait-ce que pour comprendre Hamlet, pour comprendre Tristan. Mais à un moment donné, à côté de ça, il doit y avoir la place pour quelque chose qu'on décide aujourd'hui, 13 avril, et qu'on pourrait décider de faire là, au mois de juin, si on a 2 jours de libre. Et puis si on les a pas, on les refait en septembre. Je veux dire, cette légèreté, cette simplicité, elle n'a pas de prix. Donc voilà, juste pour dire que c'est quelquefois une occasion de faire quelque chose, rapidement, légèrement. Et de lancer une esquisse, et puis de laisser la feuille, et puis de reprendre une autre feuille, et puis de la recommencer. Que quelquefois, le théâtre, en plus dans la position où je suis, ne permet pas. C'est un plaisir, par exemple, c'est un vrai plaisir de savoir que je fais une lecture ce soir et que je ne l'ai jamais faite à Paris ni ailleurs et que la plupart des gens à Paris ne savent même pas que je la fais. C'est un bonheur. D'aller le faire dans une ville où personne ne le sait, c'est un bonheur aussi. Je ne sais pas quoi penser de cette phrase, en fait. Elle est péremptoire et elle laisse la place à beaucoup d'interprétations. Et toi, tu l'as comprise comme on ne possède que ce qu'on a perdu. Voilà. On est forcément plein, après toutes les années, on est forcément plein de tout ce qui est, pas tout ce qu'on a perdu. Non, on peut être très plein de tout ce qui a disparu, ou des gens qui ont disparu. Mais même ceux-là, on ne les a pas perdus. Donc, je dis une phrase, et je m'excuse par avance parce que si jamais je suis amené à faire une réponse ce soir au prix, je serai obligé de la redire. Alors je la redis aujourd'hui parce que j'en ai pas 36 dans mes tiroirs. Et où en essayant de conclure le livre de Colette Godard, je me suis dit, j'ai dit exactement, je pense que je ne suis avec bonheur, j'ai dit, que la somme de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et c'est une chose que je pense très, très, très profondément. C'est-à-dire que s'il y a une force, elle m'a toujours été donnée, c'est pour ça que je parlais de mon père, qui était tout seul dans son atelier, et moi je ne suis jamais seul. Elle m'a toujours été donnée par les gens avec qui j'ai travaillé, par les autres. Et qu'à un moment donné,
quand on est plus jeune, on a un peu tendance à les brutaliser, on a un peu tendance à les brusquer, quelquefois quand on est très jeune, à les écraser. Et puis après, on apprend que c'est pas intéressant du tout d'écraser les autres, et que c'est beaucoup plus intéressant soit de les aider, ça c'est un cadeau magnifique quand on y arrive réellement, soit simplement de les regarder et de les regarder pour ce qu'ils sont et de les aimer pour ce qu'ils sont, égoïstement pour ce qu'ils vous apportent et ce qu'ils vous donnent, et que, encore une fois, dans ce miracle qui se passe sur un plateau, quelle que soit la situation, que ce soit plateau cinéma, opéra, lecture, tout, à un moment, il vous donne réellement, profondément quelque chose, ne serait-ce que de l'attention, et qu'on cherche ensemble. Voilà. C'était quoi la question déjà? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Si vous aviez à choisir entre jouer Achille et jouer Odyssée, lequel choisiriez-vous? Entre jouer Achille ou bien Odyssée, lequel choisiriez-vous? Ulysse. Enfin, on est en Grèce. On dit ici Odysseus. Je sais pas. Je vois pas où va la question. Je vais vous dire, d'abord, la question ne s'est jamais posée pour moi de savoir si je voulais jouer telle ou telle chose. Parce que il faut bien que je vous dise quand même, je ne suis pas tout à fait acteur. Je le fais avec plaisir, mais j'ai jamais été dans la situation dans laquelle peut se trouver un acteur. D'abord, c'est rare que les acteurs puissent choisir leur rôle. Alors, là où je bute sur la formulation, c'est si vous aviez à choisir. Je n'ai pas à choisir parce qu'on me proposera ni Achille ni Ulysse, donc je ne choisis rien. Si Achille et Ulysse viennent à moi d'une certaine façon, Ulysse est venu à moi sous la forme d'un scénario qu'on m'a proposé qui s'appelait Le Retour, qui était un très beau scénario de Edward Bond, et c'était toute l'Odyssée. J'ai failli le faire, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Et c'était très beau parce que c'était un scénario et c'était simplement le retour. C'était au moment où il rentrait à Ithaque. Et c'est un scénario auquel j'ai pensé tout à l'heure, puisque je voulais demander le rôle, je lui ai demandé, à un acteur pour lequel j'ai une admiration énorme et que je connais un peu, et qui est Daniel Day-Lewis. Et il m'a dit que le scénario n'avait pas besoin de lui et que lui n'avait pas besoin du scénario, donc le problème a été réglé et le projet ne se fera jamais. Mais je pensais à Daniel Day-Lewis tout à l'heure quand on me disait « Pourquoi vous donnez le prix à quelqu'un qui ne fait pratiquement plus de théâtre ?» Pendant quelques années, Daniel Day-Lewis a disparu. On peut le voir autrement maintenant parce qu'il a refait un film où il est absolument admirable. Mais avant qu'il ait fait ce dernier film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle There Will Be Blood, il avait disparu. Et la légende disait qu'il était à Florence, chez un cordonnier, et qu'il apprenait à faire des chaussures. Ce qui était absolument exact. J'ai eu de longues discussions avec lui sur les chaussures, et très gentiment, à Londres, il m'a indiqué là où on achetait les meilleures chaussures. Je suis allé les acheter. Et à un moment donné, il faut savoir que Daniel Day-Lewis a pensé que c'était important pour lui, dans sa vie, de faire des chaussures et de savoir les faire à Florence. Il a tort parce que les chaussures italiennes ne sont pas si bien que ça. Elles sont très surfaites. Et qu'ils les font beaucoup mieux chez lui en Angleterre. Mais il a pensé que c'était important. Il n'a pas demandé l'autorisation. Et tout le monde a attendu qu'il rejoue ce qu'il a fait après avoir appris énormément chez ce cordonnier à Florence. Alors peut-être que les lectures, ce sont mes chaussures.
Oui, Michel Weiss. Vas-y, sans micro. Merci. Le prix Europe a déjà été donné avant vous à deux importants metteurs en scène, Bob Wilson et Robert Lepage, qui tous les deux se sont mis à jouer, même si ce ne sont pas essentiellement des comédiens, comme ce que vous venez de dire. Je ne connais pas les motivations de Bob Wilson, mais Robert Lepage m'a dit l'année dernière, enfin nous a dit, que pour lui c'était important de jouer de temps en temps et qu'il est tellement occupé que s'il ne se donnait pas des rôles, il ne jouerait jamais. Parce que ce serait injuste de faire partie d'une distribution et de ne pas pouvoir rester avec les comédiens pour jouer suffisamment et pour faire des tournées. Et pour lui, comme metteur en scène, Robert Lepage a dit c'est important de jouer de temps en temps. Vous, quelle est votre motivation? Est-ce que c'est important dans votre travail de metteur en scène de jouer aussi de temps en temps? Oui, bien sûr c'est important. Je ne joue pas comme un acteur, c'est-à-dire que je n'ai pas un rôle que je rêverais de faire. En allant chercher dans le répertoire en me disant un jour je voudrais faire cela. Je lis des textes entiers en général. Donc ce n'est pas tout à fait des rôles. Je lis un récit, je lis une narration et je la fais partager. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas très loin de mon travail de metteur en scène. Mais en même temps, c'est important effectivement d'affronter soi-même les questions ou le questionnement qu'on réclame aux comédiens. C'est-à-dire à un moment donné, c'est facile d'être de l'autre côté, de dire « j'aime pas ce que tu fais, il faudrait que tu le fasses autrement ». Mais c'est totalement différent quand on repart du côté du comédien, que quelqu'un vous dirige, comme c'est le cas pour les lectures de ce soir, et que cette personne n'est pas totalement satisfaite et que vous voyez sa tête, c'est pas follement agréable quelquefois. Hein. Tous les acteurs vous le diront. Mais d'avoir cette expérience-là et d'avoir l'expérience de comment dire un texte. Je pense que il y a eu une métamorphose dans... Je pense que j'ai toujours fait attention au texte, mais quand j'étais plus jeune et que dans les années où j'étais plus jeune, on avait tendance à plus faire attention du tout au texte. Et que la rencontre avec un écrivain qui était Bernard-Marie Coltès a été décisive, puisque tout se passait dans les mots. Et qu'il a fallu que j'invente... La première pièce de Coltès que j'ai montée, Combat de nègres et de chiens, à Nanterre en 83, personne ne savait comment il fallait dire ces textes. Je parle de Coltès en français, c'est-à-dire dans la langue originale. Et j'ai tout de suite pensé qu'il fallait le dire de façon particulière. C'était écrit de façon particulière. Et je pense que c'est là que j'ai appris à dire les mots, et que avant je faisais n'importe quoi, je pense. Et que j'ai appris que de la façon dont on phrase la phrase, de la façon dont on vise le sens, c'est-à-dire de ne pas répondre du tac au tac, mais de répondre quelquefois 8 minutes plus tard, dans le cas de la solitude des champs de coton, de viser le sens qui est à des kilomètres, de viser la pensée, ce qu'il faut qu'on fasse toujours faire, normalement, dans un spectacle. Ce que Pierre Boulez m'avait appris avec le ring, qui était, c'est pas les 10 premières mesures qui comptent, c'est comme dans l'Or du Rhin, par exemple, de savoir qu'on démarre et qu'on ne s'arrête que 2h30 plus tard, en ayant traversé tous les tempi, toutes les dynamiques, et en ayant fait toutes les nuances. J'assimile ça toujours à un skieur qui doit passer toutes les portes. Quelquefois on en rate une, mais il faut toutes les faire. Et ça, je l'ai appris de Pierre Boulez, et je l'ai appris de Coltès. À tel point, par exemple, que Coltès m'a donné la clé. Et puis, un jour, j'ai fait moi-même la pièce, La solitude des champs de coton, parce que l'acteur avait un film et qu'il a dû partir. Et là, j'ai eu des discussions sans fin avec Colette Godard dans le livre, où elle disait il avait eu envie de jouer le rôle. J'ai dit non. Il est parti, il s'appelle Isaac de Bancolé, il est allé faire un film de Claire Denis qui s'appelle Chocolat. Je lui l'ai laissé partir parce qu'il m'a supplié, parce que c'était important pour lui. Et j'ai pris le rôle parce que j'ai commencé à chercher un acteur et je me suis dit c'est tellement de boulot, de travail de faire ça
en 15 jours de répétition que je n'y arriverai pas, ça ira plus vite. Je vais le faire comme un metteur en scène qui a la brochure. C'est ce que je me suis dit au début. Et là, Colette Godard m'a dit, ça, tu le feras gober à personne. Je dis, je n'ai jamais voulu faire ce rôle. Il se trouve que je l'ai fait, par contre, et que j'y ai pris un plaisir incroyable. Et j'ai compris, alors c'est une petite trahison de Coltès d'avoir joué le rôle moi-même, mais j'ai compris, en le faisant, et c'est ça, ça rejoint ce que vous dites, j'ai compris en le faisant comment il fallait dire ce texte, comment il ne fallait pas le dire. Et que le plaisir que j'ai dans ces lectures, c'est effectivement d'expérimenter moi-même par quel degré de simplicité ou de sophistication on arrive tout seul à faire parvenir une pensée, à la faire entendre, à appuyer sur les passages qui sont importants, à ne pas appuyer sur les passages qui ne sont pas importants, à négocier des ponts entre des idées qu'il ne faut pas prendre pour les idées elles-mêmes. Toute chose que normalement je demande aux acteurs. Quelquefois il se trouve dans l'analyse qu'on fait commune des textes, et là je dis texte, je dis tous les textes, hein, que ce soit un livret d'opéra, que ce soit un scénario, que ce soit une pièce, que quelquefois on ne comprend pas ce qui est dit parce qu'on appuie sur la mauvaise chose, on appuie juste sur une transition, alors que l'idée centrale est un tout petit peu plus loin, et un peu cachée quelquefois, et c'est celle-là qu'il faut viser. Voilà, ce travail-là, je pense que si je ne le faisais pas moi-même, de temps en temps, je le ferais moins bien. Donc c'est vrai que le contact avec les lectures, comme exercice personnel, qui ne peut se faire qu'avec un public, c'est-à-dire savoir entendre si le public entend, je veux dire, et sentir si le public entend, si le public se repère, leur donner des repères, incarner parfois un personnage, quelques minutes, et puis raconter simplement l'action, sans incarner, avec l'humilité nécessaire d'avoir toujours le texte à la main et de ne quand même pas faire un one-man show en sachant tout par cœur. Voilà. Dans ce trajet, oui, c'est sûr que revenir sur le plateau est important et fait partie des choses que j'ai besoin de faire, mais pas incarner des rôles. Oui, Catherine Tasca. Oui, dans tous les témoignages que nous avons entendus, on a beaucoup parlé des acteurs et du texte, et on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer le décor. Et est-ce que tu pourrais dire des choses sur ta collaboration avec Richard Peduzzi ? On n'a pas parlé du décor parce qu'il n'est pas là. Moi, j'ai essayé de rattraper un peu en parlant un peu en début de matinée. Il avait qu'à venir. Après tout, on est tous là, il pouvait venir. Bien. Le décor, et Richard le sait, le décor a été longtemps fondamental chez nous, chez Richard et moi. Je dis a été longtemps parce que probablement il l'est moins maintenant. Et parce que on a réussi un prodige très difficile à réussir, de travailler ensemble depuis un peu plus de 40 ans, ce qui n'est pas simple, de rester amis qu'on travaille ensemble ou qu'on ne travaille pas, ce qui est encore moins simple, et d'avoir réussi à travailler ensemble quand on travaille, avec toujours l'envie d'aller plus loin et de se dépasser, y compris dans la relation que nous avons l'un à l'autre. Je pense que les acteurs chez moi n'ont pas toujours été centraux. Je pense que quand on a envie, quand on démarre de la mise en scène, il y a une expression, une envie de s'exprimer soi, quoi qu'il arrive, quel que soit le texte d'ailleurs, quelle que soit la pièce et quels que soient les acteurs. Au début, on a des partenaires dans les groupes de travail qu'on a,
les théâtres amateurs, comme moi j'ai démarré, on a des gens qu'après on ne veut plus quitter parce que c'est avec eux qu'on a débuté, et ce sont des mauvaises raisons souvent quelquefois pour rester avec eux. Mais c'est sûr que l'image a été plus centrale quand j'ai commencé. C'est sûr qu'avant même de faire de la mise en scène, je dessinais des décors chez moi pour des pièces que je ne montrais jamais et que personne ne m'a jamais demandé. J'ai dessiné des décors entiers, copiés de Brecht, copiés de Damiani, copiés de Carl von Appen, que je dessinais au Sylvavitch. Je passais des journées à ça. Et j'ai peint des costumes, j'ai peint des maquettes, j'ai peint dans mes premiers spectacles. Jusqu'au moment où est arrivé à peu près dans la même année, vers 67-68, deux choses. Que j'ai rencontré un jeune homme qui cherchait du travail et qui est venu à Sartrouville, avec qui on s'est mis à parler peinture. Peut-être de la peinture de mon père aussi, qu'il ne connaissait pas, et avec lequel j'ai plutôt sympathisé, qui était Richard Peduzzi. Et qu'une autre chose dont je me souviens, c'est que c'était une époque, vers 1967, où j'étais à Sartrouville, dans les sous-sols du théâtre. Sous le théâtre, il y avait un marché couvert. Et ce marché couvert, quand le jour où il n'y avait pas de marché, on pouvait construire les décors et les peindre. Et j'avais décidé de peindre, moi, entièrement le décor, qui était un gigantesque trompe-l'œil du 18e. Et je me posais la question de comment, dans un trompe-l'œil, c'est pas simple, de comment arriver à faire tourner les colonnes. L'impression que la colonne tournait, alors que c'est plat. C'est le but même du trompe-l'œil. Et un jour, j'ai même réussi, en copiant Montessus Desiderio, en copiant des peintres, à faire un ciel d'orage. Il était dans un coin, je me souviens, il était magnifique ce ciel d'orage. Il y avait un éclair qui traversait des nuages lourds. Il était tellement bien que je l'ai fait dans un angle du coin et je ne l'ai pas fait dans l'autre parce que je me dis, j'y arriverai pas à le refaire deux fois. Donc les nuages s'arrêtaient. Et j'étais très fier, je sortais de répétition des soldats, je me souviens, et un acteur dont je me souviens exactement, je le revois en train de me le dire, je descends l'escalier de Sartrouville et je lui dis, viens voir mon ciel d'orage. Il m'a regardé, il m'a dit, occupe-toi un petit peu plus de ces acteurs. Donc j'ai compris qu'il n'avait pas tout à fait tort. Ça m'est resté et il s'est trouvé que c'est cette année-là que j'ai rencontré quelqu'un que j'ai pris comme assistant sur mes décors, parce que je les faisais moi-même, puis qui s'est mis à signer les décors avec moi, et puis qui un jour m'a dit, tu n'as pas besoin de les signer, tu fais déjà la mise en scène, laisse-moi les signer tout seul. Et c'est ce qu'on a fait. Là, je vous parle de la préhistoire, là. Ce que je veux dire, c'est qu'après, j'ai eu cette collaboration rarissime, que j'ai toujours, puisque c'est lui qui a fait Tristan, et qu'on travaille encore là maintenant sur la reprise de Tristan et sur les modifications du décor qu'on va faire pour Tristan au mois de décembre, qu'après, j'ai eu envie qu'il les fasse lui. Lui dit toujours qu'il ne sait pas pourquoi je lui ai demandé, puisque je savais les faire moi aussi, et que c'est devenu une collaboration incroyablement exigeante et fructueuse, qui fait qu'on a bâti à deux un univers visuel très fort, très contraignant aussi, qu'on a essayé de décliner de plusieurs façons différentes au cours des années, à la fois en se reproduisant. C'était souvent des ruines au début. On avait un ami commun qui nous appelait chef-d'œuvre en péril. À la fois, c'était toujours des très hauts murs, c'est toujours des très hauts murs, ils sont souvent en briques d'ailleurs, le dernier aussi. Toujours des contenants très forts dont j'avais besoin et dont je crois qu'on a décliné de toutes les façons possibles. Jusqu'au moment où c'est vrai que je commence à rentrer dans une période, et l'intelligence de Richard est grande puisqu'il le sait, et que la vie n'en sera pas modifiée si on fait moins de décors ensemble, ou, à partir de la solitude, la première, la deuxième,
La première solitude, par exemple, on avait fait un spectacle, Catherine est là, devant moi, on avait fait un spectacle qu'on peut appeler somptuaire, comme le mot qu'on utilise pour les dépenses, somptuaire. Et où je pense que nous avions tous perdu la tête. Et que pour amortir le décor dans l'année qui suivait, nous avons utilisé une partie du décor pour faire la solitude des champs de coton. Et que donc, on pouvait mettre, je crois, dans le budget, un petit peu du décor de Key West pour la solitude. Et nous avons commencé la solitude avec le décor de Key West, agencé autrement, dans une autre salle, dans l'autre salle de Nanterre. Et puis quand on a repris la solitude, finalement, on a gardé les gradins qui étaient en biais et on a retiré le décor. On n'a plus rien fait. Et là, c'est passé quelque chose qui est finalement l'envie aussi, d'abord que les lieux parlent d'eux-mêmes, trouver un hangar, trouver une usine désaffectée, comme pour la solitude, et laisser le béton au sol, c'est dans la droite ligne des décors que Richard fait. C'est-à-dire que les lieux où on a joué la solitude des champs de coton auraient pu être signés par Richard. Et en même temps, d'arriver à une chose à laquelle on ne peut pas arriver, parce que c'est pas ça qu'on cherche quand on a 25 ou 30 ans, mais d'arriver à une essence comme ça, l'essence même du théâtre, c'est-à-dire 2 comédiens ou 3 comédiens, 2 comédiens dans le cas de la solitude, dans un décor nu, sur une route absolument nue, où le décor sont les spectateurs eux-mêmes. Et c'est vrai que maintenant, il se trouve que j'alterne un peu les deux, c'est-à-dire que Richard a fait ce magnifique décor de la Maison des Morts, a fait ce décor incroyable de Tristan, ce bateau incroyable, et que d'une certaine façon aussi, comme dans le Ring, c'est aussi un peu le résumé de tout ce qu'on a fait. Le Ring, à un moment donné, c'était tellement gros qu'avec Richard, on s'est dit, et avec François, on s'est dit, on va reprendre toutes les formes, tous les vocabulaires de ce qu'on avait déjà monté, de ce qu'on a déjà présenté, et ça a marché à moitié, et on va le remettre sur le plateau. C'est-à-dire que repartons de toute l'histoire, de toute l'archéologie de nos spectacles, pour se relancer ailleurs, au-delà. Voilà. À un moment donné, si on me pose la question, mais c'est le privilège de l'âge aussi, si on me pose la question de qu'est-ce que vous préféreriez, avoir un décor de Richard Peduzzi ou le garder comme ami, je répondrai le garder comme ami. Dimitris, allez-y, vas-y. Bonjour Patrice. Je veux te poser une question qui demande peut-être... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est M. Dimitriadis, un grand écrivain grec. Dont j'ai monté une pièce. Je veux te poser une question. Nous avions 20 ans. Oui, 40 ans, Patrice. Nous avions 20 ans. Mais oui. Donc il y a 40 ans. Oui, oui. Bon, je veux te poser une question qui demande peut-être une longue réponse, mais tu peux me répondre par un oui ou par un non. Je constate, je suivais un peu de loin ton travail, mais dernièrement, je constate que peut-être à travers les lectures des textes que tu choisis, que tu es de plus en plus préoccupé, mais ça n'est pas nouveau, mais enfin, depuis longtemps tu étais comme ça, que tu es préoccupé par des questions profondes, des sujets graves, que tu es préoccupé par une problématique, tu es centré sur la réflexion, aussi bien philosophique que politique, mais qui est toujours en rapport avec ton travail de théâtre. Enfin, le choix des écrivains que tu fais, ce sont des écrivains qui ont une pensée profonde sur leur art et sur les questions de leur temps. C'est ça que je veux te poser. Est-ce que c'est vrai ça, que tu es de plus en plus intéressé pour des choses qui, pour moi, sont, si tu veux, la source du théâtre. Enfin, entre la poésie et la réflexion, enfin, si tu veux, la réflexion sur la condition humaine, disons, sur l'époque dans laquelle on vit, sur le temps, sur la mort, sur la...
Oui, sur la fragilité et la gravité aussi de la condition humaine. Voilà. À quels auteurs tu penses en me posant cette question? Dostoïevski, par exemple. Hein? Dostoïevski, par hasard. Même les opéras que tu montes, ce sont des opéras centrés sur des problèmes très grands et énormes, comme Tristan, comme Le Ring, comme la Maison des Morts, comme... Alors, ça c'est intéressant parce que les opéras que je monte, il n'y en a pas un seul que j'ai choisi moi-même. On me les demande. Le seul choix que j'ai dans ce cas-là, c'est de dire oui ou non. J'ai dû dire 20 fois non à Carmen, par exemple. Mais j'ai dit 3 fois non à Tristan, et pour finir, je l'ai fait. Tristan, par exemple, on peut partir de là. Tristan, par exemple, on me l'a proposé en 78, mais on me l'a proposé en 81 et en 93. Les 2 dernières fois, c'était avec Daniel Barenboim. J'aurais dû faire Tristan, normalement, à Bayreuth, l'année qui a suivi le Ring, en 1981. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé que je n'avais pas envie de repasser encore 5 étés à Bayreuth et que j'avais épuisé les joies de la rue principale de Bayreuth et des magasins l'hiver et que je me suis dit surtout que j'allais faire Tristan, si je le faisais là, maintenant, j'allais le faire exactement avec les mêmes moyens scéniques, avec le même vocabulaire et avec la même pensée que le Ring, et que Tristan n'avait rien à voir. Et j'ai dit, je crois, parce que Richard me l'a rappelé, qu'il ne fallait pas faire Tristan, il ne fallait pas que je fasse Tristan avant 50 ans, avant d'avoir 50 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'en ai eu un petit peu plus de 60, finalement, j'ai dit oui. Et je pense que je n'aurais pas été capable de le faire en 80. Donc je pense qu'à un moment donné, 2 choses pour essayer de répondre rapidement. Je pense que j'ai toujours été intéressé par les questions dont tu parles. Je pense que j'ai toujours été intéressé par aller plus loin que simplement la représentation théâtrale. Ça oui. Je pense que je n'en ai pas toujours eu les moyens, que j'essaye aujourd'hui de me rapprocher. Et c'est vrai qu'à un moment donné, de travailler sur Duras, ou sur, je reviens aux lectures, de Duras, ou sur Guyotat, ou sur Dostoïevski, qui ne sont pas des textes de théâtre, me permettent, pour moi, personnellement, de trouver un langage, d'entendre une réflexion et de la pratiquer, si je puis dire, cette réflexion, et d'essayer d'en tirer ce que je peux en tirer. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les choix ont toujours été un petit peu les mêmes, mais les moyens sont différents. Peut-être que j'ai plus de moyens maintenant. C'est Tristan, c'est l'exemple de Tristan. J'aurais été incapable de faire Tristan il y a 30 ans. Incapable. Et je serais passé à côté de... J'aurais voulu démontrer quelque chose sur Tristan, alors qu'en fait, il y a une chose qu'il faut laisser couler, qu'il faut laisser admettre, mettre en scène complètement, parce que je pense que j'ai probablement mis plus en scène ce fameux 2e acte que d'autres. Et je n'ai jamais renoncé à diriger les chanteurs et je n'ai jamais renoncé à faire jouer les chanteurs et à incarner des idées. Incarner des idées sur un plateau, je le dis, je pense, depuis 40 ans. C'est une phrase que je m'entends répéter depuis 40 ans. Mais les moyens que j'ai maintenant me permettent peut-être de le faire un peu plus que quand j'avais 30 ans. Voilà. Donc, je profite pour remercier Patrice Chéreau et nous sommes très contents d'avoir passé ces 3 journées ensemble avec lui, avec ses collaborateurs.